Alors, dans VMware, j'ai trois machines. Une machine qui va jouer le rôle du gestionnaire de cloud, OpenNebula, et deux superviseurs, KVM1 et KVM2. Sur ces machines, déjà, j'ai installé toutes les plateformes nécessaires et, avec toutes ces dépendances. Pour la machine OpenNebula et tous les hyperviseurs, je dois préciser qu'on doit activer l'option du processeur Virtualized Intel VTX, etc. Ici pour que les hyperviseurs puissent supporter la virtualisation. Sans cocher cette option, on ne peut pas démarrer des machines virtuelles sur les hyperviseurs. Bon, je me connecte avec le client SSH PuTTY. OpenNebula. Pour simplifier l'accès, j'ai gardé le même mot de passe pour toutes les machines. KVM1 et KVM2. Voilà, je passe en administrateur sur toutes les machines. Sachant que pour exécuter les commandes du gestionnaire de cloud, il faut être connecté en tant que l'utilisateur OneAdmin et pas l'administrateur. Mais on passe à OneAdmin toujours à travers l'administrateur. Bon. Et on prend voilà. On a KVM1 à gauche, KVM2 à droite et OpenNebula au milieu. Alors, ici pour vérifier que le gestionnaire il est fonctionnel. Alors, on peut consulter son état. Et on peut remarquer qu'il est en état actif. Bon, je vais ouvrir un navigateur pour accéder à la plateforme OpenNebula à travers l'adresse IP 192.168.198.146 et les autres sont le KVM1 147 et le KVM2 148. Ici on a la page d'accueil, déjà il est logué. Normalement on aura cette interface. Le mot de passe ici il est configuré dans OpenNebula. On peut vérifier en tapant cette commande. On a tous les fichiers de configuration de OpenNebula qui résident sous ce répertoire /utc/one. الفيشي نضرب الفاسون هذاك شنو شي مالتا sur le répertoire /var/lib /one dans un répertoire caché. Voilà. Ici, c'est le mot de passe avec lequel on va accéder au portail de OpenNebula. Après de faire le premier login, comme on peut remarquer, on n'a aucun host, aucune image, aucune machine virtuelle, aucun template, aucun réseau virtualisé. Alors, on peut commencer par le network.
on va ajouter un nouveau switcher. Virtuel. Il va jouer le rôle d'un, entre guillemets, un serveur DHCP, c'est un switcher virtuel. Il va utiliser la carte réseau Bridget BR0. Ici, on peut juste visualiser la partie de configuration qui montre le fait de configurer la carte physique en tant que carte Bridget. Voilà. Ici, on a configuré la carte BR0 Bridget sur la carte réseau réelle 1133. Si on clique ici la commande ifconfig, on trouve que on n'a plus la carte qui est activée, la carte physique, mais c'est la carte Bridget. C'est une exigence de la plateforme BR0. Alors le physical device, c'est le 1133. L'adresse, on peut spécifier que le switcher il va distribuer les adresses à partir de l'adresse 150 et on doit indiquer la taille ou bien combien de leads le switcher va distribuer. Voilà, on a le virtual network, on a créé notre switch, il est configuré. L'étape suivante, c'est on va ajouter les hyperviseurs à notre gestionnaire de cloud. Ici, on écrit l'adresse IP du premier hyperviseur. Voilà. Il faut préciser que le Open Cloud qui se trouve à l'adresse 146, il peut accéder aux hyperviseurs avec un canal SSH sécurisé, mais sans mot de passe. Il y a une grande étape qui a été réalisée déjà pour atteindre ce but. Ici, il est en état d'initialisation. On attend qu'il les détecte. Voilà, statut. Alors, dès maintenant, le gestionnaire du cloud OpenNebula, il peut reconnaître l'hyperviseur 146 et y héberger des machines virtuelles. On ajoute l'autre hyperviseur qui se trouve à l'adresse 148. Et on attend son activation. Voilà. Alors, ici, on a après cet ajout, on a le OpenNebula qui reconnaît deux hyperviseurs. On passe à l'étape suivante. On va créer deux datastores partagés avec le NFS. Il y a une partie qui a été réalisée. Je dois montrer vite fait cette configuration. Alors, si on montre le contenu, j'ai installé sur OpenNebula le kernel NFS ou bien un serveur NFS. Alors ici j'ai partagé le répertoire datastore qui va contenir toutes les datastores partagées avec les deux machines, les deux clients 147 et 148. J'ai réalisé maintenant quelques modifications. Alors, et dans les machines clientes, je dois modifier le fichier fstab. Comme suit. Alors,
Alors juste pour vérifier. Voilà, ici il a pris en compte le nouveau partage. On va faire la même chose dans notre machine. De cette façon, je vais partager tout le répertoire Datastore au lieu d'une Datastore bien spécifique. Et je remonte. Voilà. Alors ici j'ai montré que j'ai activé le client, le serveur NFS dans le OpenNebula et les clients NFS dans les autres hyperviseurs. Je retourne aux plateformes. Ici on va créer une plateforme qui s'appelle NFS image, du type image. Alors toute Datastore du type image, elle va contenir les CD d'installation des systèmes d'exploitation. Je vais la laisser en mode File System Shared, partagé, dans le cluster 0, c'est le cluster par défaut. Ici, le Save Directories, ici, je vais indiquer qu'il s'agit /var /lib /data_store. Voilà. Et ici, on a indiqué que c'est une Datastore du type image. Je vais créer, il va lui affecter un ID, et on va créer une autre Datastore qui s'appelle NFS image, qui va contenir les disques durs d'images virtuelles, en mode shared aussi, dans le même cluster, mais ici du type système. Et toujours, le shared, le Save Directory, c'est /var /lib /datastore. À la fin S. Voilà. Create. Voilà. Ici, on a ajouté deux Datastore, le 102 comme Datastore image et le 103 comme Datastore système. Et ils sont on. D'accord. L'étape suivante, c'est d'importer des images. Je vais importer des images. Alors, je vais apporter la première image dans la Datastore du type image, bien sûr. Il faut indiquer que c'est un CD-ROM et je vais uploader, c'est-à-dire télécharger l'image, qu'il s'agit bien d'un fichier ISO dans la Datastore image. Ici, on remarque l'opération de upload. Ici, le transfert se fait entre la machine réelle et la machine OpenNebula. Si on a l'image ajoutée à OpenNebula, on passe à la création. Tout d'abord, les dashboards. Pour les dashboards, il faut indiquer qu'ils sont de type shared, comme vous voyez ici. On peut ajouter quelques paramètres, comme bridge list. Et ici, on indique les adresses IP
les deux hyperviseurs séparés par espace. Ici pour dire que ce data store elle est partagé avec ces deux machines. J'ajoute. Et je fais la même chose avec l'autre data store. Voilà. Alors, on a une seule image sauvegardée. On passe au template. Et on doit nommer la template. Il faut préciser le type de l'hyperviseur. On peut choisir même des logos ici. Alors, pour la mémoire, je vais spécifier la capacité mémoire d'1,5 giga avec un seul physical CPI et un seul virtual CPU. Pour le storage, on va attacher à ce template le CD, on va attacher aussi le switcher, et on va préciser dans l'ordre de démarrage qu'il doit démarrer sur le CD. Le output, on peut simuler la souris en mode USB et entrer le template. Ça y est, le template ici il est créé. Le ID ici il s'incrémente à chaque template créé et la même chose pour tous les objets du OpenNebula. Alors, pour ajouter une instance réelle maintenant, soit on ajoute à partir de cette interface, soit on fait une instantiation directe ici. Instantiate la machine, on lui donne ou bien on lui affecte un nom. Ici, on trouve toutes les composantes ou bien la configuration, elle est préconfigurée dans le template et c'est logique. Et on peut le déployer dans un hyperviseur spécifique. Ici, si on retourne ici, on trouve que la machine, elle est. Tout d'abord, on remarque que OpenNebula lui a affecté une adresse 150. Elle fonctionne sur le hot 147 et son statut est le boot. Maintenant, notre machine, elle est en cours d'exécution. Voilà. On peut démarrer la machine. Ici, on a choisi un CD-ROM de type light, c'est-à-dire on peut exécuter toute la machine à partir de la mémoire centrale. Voilà, la machine elle est démarrée. Ici, j'ai choisi une version light d'Unix. Vu les contraintes matérielles de la machine, il faut indiquer que chaque machine ici, elle bouffe 2 Go de la mémoire, à part le système d'exploitation haute qui est Windows 10, bien sûr. Ici, on passe en mode commande. Je lance un terminal et je lance la commande ifconfig. Alors, il peut faire un ping à OpenNebula et remarque que le ping
passe avec succès. Alors, ici, la machine virtuelle, elle est accessible à travers le réseau, même à travers la machine réelle. Si vous voulez voir, alors, la machine réelle, elle dispose de l'adresse IP suivante. On va consulter l'adresse IP de la machine virtuelle. De la machine réelle, pardon. Alors, toutes les machines sont connectées à travers le switcher virtuel de VMware VMnet 8. Voilà. Elle a l'adresse .1. On peut essayer de pinguer sur l'adresse de la machine réelle. Ici, on n'aura pas une réponse. Juste, il faut désactiver le parapluie de la machine. Voilà, j'ai désactivé les parapluies, quel que soit leur type. Voilà, comme vous pouvez remarquer, le ping est passé. Alors, je peux accéder à ma machine de n'importe quel point. Bon, on peut fermer l'interface de l'émulateur à tout moment. Et ici, on remarque que la machine, elle est en cours d'exécution. Alors, la partie suivante, c'est la partie la plus intéressante dans notre projet, c'est le fait de migrer cette machine Linux VM qui se trouve actuellement dans le hôte 147 vers un autre hôte disponible du même cluster. Je veux bien indiquer que dans l'infrastructure, dans les clusters, j'ai un seul cluster par défaut qui contient mes deux machines. Alors, c'est pas à moi ou bien à l'opérateur de configurer vers quelle machine du cluster la machine doit être migrée. Cette opération, elle est confiée à OpenNebula, c'est lui qui gère d'une façon intelligente et qui fait le choix de la machine de destination selon sa condition. C'est-à-dire, il va choisir la machine la plus appropriée à héberger la machine VM migrée. Dans notre cas, on n'a pas le choix, puisqu'on a dans les clusters G seulement deux hyperviseurs. Alors, l'hyperviseur de destination, ce sera le 48. Alors, pour réaliser cette manœuvre, tout d'abord, on doit indiquer que j'ai créé dans le OpenNebula un hook de type host. C'est quoi un hook? Un hook, c'est un événement système qui sera déclenché suite à une erreur qui s'attache soit au host, au VM, aux users, etc. Il y a plusieurs types de hooks, mais pour la migration, on doit spécifier le type d'erreur host error. Host error, c'est-à-dire suite au panne d'un hyperviseur. Alors, je vais vous montrer comment consulter les hooks. Pour consulter la liste des hooks, on doit tout d'abord se connecter en tant qu'utilisateur WinAdmin. Puis exécuter la commande onehook show et on donne l'idée du hook de l'événement. Alors, ici, comme vous pouvez voir, ici, le hook de type error, host, alors, suite à une erreur d'un hyperviseur, on doit lancer le script hosterror.rb, écrit en Rabbit, avec les arguments suivants. Tout d'abord, il va récupérer l'adresse IP du hôte en panne, avec l'option migrate, après deux cycles, c'est-à-dire il va attendre 2 cycles avant d'appliquer la migration, et chaque cycle de 60 secondes. Alors ici, il va attendre 120 secondes.
Bon. Alors, on va simuler cette opération ensemble. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir deux autres sessions pour OpenNebula, parce qu'on va visualiser trois fenêtres en même temps. Voilà. Alors, on va visualiser en temps réel les modifications apportées au fichier OneD.conf. /1d.conf. OneD.log, pardon. Bon, ici on peut remarquer qu'on n'a pas un fichier host_error.log dans le répertoire des logs. Voilà. On va ouvrir une autre connexion. Ici, avant d'ouvrir cette connexion, il faut s'assurer de l'ID de la machine virtuelle. En cours d'exécution, c'est l'ID 10. Voilà. Et on va surveiller en temps réel aussi la modification. Voilà. Alors, l'état actuel de la machine est running. Elle s'exécute avec succès. Ici, à gauche, on a le log du fichier global de OpenNebula, et aussi dans la troisième fenêtre, on va surveiller l'exécution du hook. Alors, le hook, il écrit ou bien il laisse ses traces dans le fichier suivant. host-error.log. Voilà. Tout d'abord, je vais supprimer ce fichier parce que déjà j'ai réalisé plusieurs manœuvres auparavant. Voilà. On n'a plus le fichier. Je fais un clear. Bien sûr, je ne peux plus maintenant exécuter la commande tail-f parce que le fichier n'existe pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? On va fermer le 147 qui est le KVM1 SSH Power Shutdown Guest. Shutdown. Alors, ici, comme vous pouvez remarquer, il va essayer de fermer la machine qui est en cours d'exécution. Alors, je vais faire une pause en attendant la fermeture de la machine. On remarque bien ici qu'il écrit que l'hyperviseur attend la fermeture de la machine One10. Ça y est. Mais malheureusement, la plateforme elle ne détecte pas en temps réel la fermeture de la machine. Elle demande parfois même 4 minutes
pour qu'elle détecte l'arrêt d'un hôte. On peut remarquer toujours que le fichier host error n'existe pas. Ce fichier ne sera créé que lorsque le gestionnaire OpenCloud détecte l'arrêt de l'hyperviseur. Voilà, à partir de maintenant, le fichier, voilà, le fichier il est créé automatiquement. Hook Launcher, événement commencé, il a détecté que la machine 147 allait en arrêt, peu importe la raison. Elle va attendre 2 cycles, c'est ce qui correspond à 120 secondes. Après ces 2 minutes, elle va faire la migration vers, toujours, j'insiste, vers une machine disponible du cluster. Voilà, ici l'état de la machine 10, elle passe en état unknown. On peut visualiser ça par l'interface, comme vous pouvez remarquer ici. On attend 2 cycles avant d'effectuer la migration. Il y a même des gestionnaires qui mettent ici 5 cycles dans la configuration du groupe. On va voir ici que l'opération de migration va s'effectuer. Voilà, il a transféré la machine avec Success, et ici il indique que le groupe est finished, et ici comme vous pouvez remarquer, il a détecté que le 147 il avait une machine virtuelle numéro 10 qui était bien transférée. Alors comment je peux vérifier avant de même voir l'interface graphique que la machine elle est vraiment transférée? Alors je vais me connecter au KVM2. Voilà, c'est le 48, c'est la destination de la migration. Ici, on va visualiser l'état de la data store. Alors, /var, /lib, /one, data store, alors, et 102. Ici l'image, on a vu que 103 sur le système. Alors qu'est-ce qu'on veut remarquer ici? On peut remarquer le numéro 10, c'est-à-dire qu'elle a transféré le disque dur de la machine numéro 10 vers le 148 qui est la machine de destination. On peut maintenant confirmer ça avec l'interface graphique. Ici, toujours il faut actualiser. Voilà, on peut remarquer que le nouveau hôte c'est le 48 et la machine en état de démarrage. On actualise et voilà, la machine désormais elle fonctionne sur le 148 au lieu de 147. On peut remarquer que la machine aussi en cours d'exécution. Voilà, c'est ça, c'était le but de notre projet, c'est d'assurer la haute disponibilité des VM qui s'exécutent sur les hyperviseurs avec la procédure de migration. Merci bien.